Monsieur Lefebvre, Lui-même. savais-tu que la grande démission a pas dit son dernier mot? La pénurie de main-d'œuvre là, fait encore la une des journaux à chaque semaine, si c'est pas à chaque jour. Hein? Il y a tout le temps un article qu'on se partage avec nos fans. Ben oui. Et le taux de chômage au Québec actuellement est en bas de 4%. C'est pas facile, les entreprises. Là. C'est vrai. Puis en fait, il y a plusieurs organisations qui commencent à réaliser que penser marginalement différent pendant 5 minutes, ce sera peut-être pas le quick fix qu'il y avait besoin. Ah. Tiens donc. Peut-être finalement qu'il faut faire les choses complètement différemment. Hein? C'est ce qu'on propose, nous autres. About freaking time! Fait qu'on va voir une des options aujourd'hui qui est possible, puis que c'est pas juste nous autres qui avons imaginé ça, hein? Les entreprises qui appartiennent aux employés. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui s'intéressent aux modèles de gestion qui sont complètement différents de ce qu'on connaît. En fait, plus les modèles sont décentralisés, plus les pirates sont intéressés. Et c'est pas parce que les dirigeants les balaient de la main en quelques secondes que ces modèles ne sont pas intéressants. Partons à l'abordage du monde du travail, faisons-lui faire demi-tour le temps d'un épisode juste pour voir. Ah, Maurice, tu sais pas qu'est-ce que j'ai lu hier? Ben oui, tu le sais parce que je te l'ai envoyé, mais on va en parler. Ouais, Hein? c'est pas comme si je lisais qu'est-ce que tu m'envoyais. C'est ça. Ah, c'est un valeureux article. Fait que selon la Banque centrale, Maurice, aux États-Unis, hein, semblerait que le problème en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, puis la grande démission, c'est que le monde gagne trop cher. Oui, trop cher, trop d'avantages sociaux. Fait que ils prendront pas les bonnes jobs à 7,25 avec aucun avantage. Ils sont pas assez désespérés parce qu'ils ont d'autres options. Ben, tu sais, on l'avait dit dans une couple d'épisodes, le meilleur truc, c'est de s'assurer que les gens n'ont pas d'option. C'est ça. Puis c'est exactement le truc qu'ils sont en train d'offrir. Hein? Il faut trouver une façon pour diminuer les avantages sociaux, diminuer les salaires des autres jobs pour les rendre moins intéressantes. Comme ça, les gens désespérés n'auront pas le choix d'aller prendre les plus petites. Le problème, quand il y a ce qu'on appelle un dumpster fire, hein, un container à déchets en feu, là, c'est parce que ça sent, puis ça sent jusqu'ici. Ouais. Ouais, on était un petit peu trop proche de nos voisins du Sud. Hein? Yep. Ouais, on était un peu plus influençables aussi. Hein? J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu l'actualité de la semaine, parce que j'aime ça faire ça des fois. Hein? Des fois, l'actualité me crie après. Puis elle me dit, fais un épisode. Ben, allons-y. 28% des travailleurs ont déjà changé de travail dans les derniers 24 mois. 2 ans. 28%. Un tiers, OK? C'est probablement ce qu'on appelle la grande démission ici. C'est peut-être un peu moins sauvage qu'aux États-Unis. Mais quand 30% du monde ont sacré le camp, ça fait mal. Ah, en Europe, c'est pas facile non plus. Là. Non. Ils la vivent aussi. Les 18-34 ans, OK? 43% de cette génération cherchent un autre emploi ou est ouvert à en avoir un autre. De l'autre côté, est-ce que c'est une grande surprise là? Hein? Je veux dire, on le disait, les milléniaux, ça n'arrête pas de changer de job tout le temps. Tandis que si on parle des baby boomers, hein, on parle de la différence ici entre mes parents et mes enfants, là, Oui. qui en avaient une pour toute leur vie. Tu rentres à l'usine à 16 ans, puis tu restes là jusqu'à ta retraite. Et d'ailleurs, j'ai lu hier qu'en moyenne, aujourd'hui, au moment où on se parle, les milléniaux ont déjà eu plus d'emplois à leur CV que la majorité des baby boomers. OK? C'est ça. C'est ça. Il y a 42% des fonctionnaires québécois qui songent à changer d'emploi. 42%. Vous imaginez-vous ça là, du jour au lendemain? Là? On a une personne sur deux qui s'en va. Un petit peu moins qu'une personne sur deux. Il restera un quart de personnes. Là. Ça va bien aller? Hein? Mais pourtant, fonctionnaire, c'est stable. stable, bien payé, Ouais. tu te feras pas mettre dehors, puis pour beaucoup des fonctionnaires out there, c'est pas si pire que ça comme job. Et pourtant, ils se rendent compte que, hey, j'aime pas ça. Ben, c'est pas juste ça. Hein? Dans l'article que j'avais lu, c'était aussi beaucoup en lien avec la hausse du coût de la vie récente. Leur salaire ne suffit plus. Ah ben là, écoutez, hein, c'est vrai que dans les fonctionnaires, on va entre autres parler des professeurs Ouais. qui sont ridiculement, honteusement mal payés. Hein. Je me rappelle je me rappelle, pas besoin d'avoir à m'en rappeler, ma petite fille est encore, ma fille est encore au primaire, que je me rappelle quand elle était à la maternelle où le professeur devait écrire sur ses papiers, il faudrait me renvoyer les trombones que je prends pour attacher ses feuilles parce que c'est moi qui les paye. OK? Je veux dire,
Encore aujourd'hui, quand Noël ou la fin d'année arrive ou la fête du professeur arrive, nous autres, on prend la peine d'y donner un bon cadeau pour acheter des fournitures de bureau parce que c'est encore eux autres qui sont pris pour les payer eux autres mêmes. Ils payent les livres dans leur classe, puis quand c'était à la maternelle, ils payent les jouets dans leur classe. C'est complètement ridicule parce qu'ils vivent de toute façon sur un salaire de misère. Je vais me faire des amis. Là, c'est déprimant, hein? C'est déprimant un petit peu. Il y a des bonnes nouvelles, par exemple. Ah oui? Hein? Oui. Tu sais, il y a des entreprises en ce moment qui considèrent faire de leurs employés des propriétaires pour les garder. Oui. Hein? Puis ça, c'est un article de CBC qui a été partagé là, qui parle de la fiducie d'actionnariat salarié. Puis, attends, quand on dit faire des employés des propriétaires, c'est pas leur donner quelques petites actions comme ça en leur faisant dire, ben là, vous n'avez plus le choix, maintenant vous êtes des propriétaires. C'est ça, si tu restes pour 15 ans, tu vas pouvoir en profiter. Puis en profiter, hein, ayant pour 4,25 en actions. OK, j'exagère un peu, mais surprenamment pas tant que ça. Donc, finalement, grosso modo, aujourd'hui, Maurice, on va voir, la source du problème, hein? C'est quoi le problème avec la dynamique propriétaire-employé en ce moment? Des fois, je l'appelle dominant-dominé. Avec raison. Ouais. Ça implique quoi avoir des employés qui sont propriétaires de ton entreprise? Hein? On va regarder des différents formats d'employés propriétaires, puis un petit concept très intéressant, si on veut se lancer là-dedans, qui s'appelle le slicing pie. Hein? Comment faire pour gérer équitablement une entreprise, puis l'équité. Oui. Puis vraiment équité. Là. Équité. On parle pas nécessairement, on se part tout à part égale, parce qu'on sait dans la vraie vie que c'est pas souvent comme ça que ça arrive. Oui. Puis à la fin, 3 trucs. Hein? Si on veut participer à une entreprise en équité pour pas que ça se passe mal. Mais, petite pause. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon, puis on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a. Ce sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5 $ par mois, vous nous payez un grog, ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10 $ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre OBNL et vous avez accès à la fois à notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et à un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions. Pour 25 $ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers. Pour 50 $ par mois, on ajoute une séance d'1 heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en groupe. Dans un nouveau palier, pour 200 $ par mois, on vous fait 2 séances de coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents. Le forfait pour les entreprises, 500 $ par mois. On fait un lunch and learn par mois chez vous. Et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Fait que Maurice, si on veut changer la manière que ça marche là c'est parce qu'il y a un problème. Apparemment. C'est quoi le dernier problème dans la dynamique dominant-dominé hein, dans les entreprises? Parce que, regarde, quand tu es un propriétaire et tu as des employés, ça commence à s'essouffler à un moment donné. Oui. Tu sais? C'est pas un hasard s'il y a des modèles progressistes là, qui se démarquent de plus en plus. Là. Mais tu sais, on rencontre beaucoup de propriétaires d'entreprises dans notre métier parce qu'on est des coachs d'entreprise. Puis une des choses qu'on entend le plus souvent, puis qu'on va lire aussi ailleurs, ceux qui ne veulent pas nous parler, disent tous « j'aimerais ça que mes employés se comportent comme si l'entreprise était à eux. » Hey, je vais leur lever mon chapeau. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a une réflexion à quelque part qui s'est faite. Oui. C'est plus juste, je veux des exécutants qui écoutent ce que je dis. Si tu veux que tes employés fassent comme si l'entreprise était à eux, tu veux qu'ils prennent des décisions. Tu sais, je veux dire, il y a un bon fond là-dedans. Je t'arrête là, OK? Parce que pour la vaste majorité, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils arrêtent de compter leurs heures, qu'ils se donnent à 100, 200, 300% à chaque fois qu'ils sont là. Tu sais, comme eux autres le font. Oui, c'est ça. Sans avoir le moindre désavantage qui vient avec être propriétaire. Puis sans avoir le moindre désavantage d'avoir à partager le propriétariat de l'entreprise avec ces gens-là. Donc, ce qu'on veut, c'est pas des exécutants, c'est des super exécutants. Mais on en a entendu une couple qui disait ça, puis on sait qu'il y avait un bon fond. Oui. Mais la réflexion n'avait pas été jusqu'au point de réaliser, je lui demande d'être plus engagé, d'être aussi engagé que moi, mais je ne vais pas partager ça égal. C'était ça qui est peut-être le problème. Tu sais, Maurice, j'aimerais ça que tu sois plus engagé, mais je ne vais absolument rien te donner. Ben, c'est ça. Ça revient juste à demander, plutôt que de vouloir qu'ils agissent comme si l'entreprise était à eux, tout ce que vous voulez, en fait, soyez honnête envers vous-même. Hein? Si ce que vous voulez, c'est juste qu'ils travaillent plus dur, plus fort, arrêtez de compter leurs heures, puis quitte à ça, qu'ils prennent une baisse de salaire, parce que la profitabilité de l'entreprise devrait passer avant tout le reste, mais soyez honnête,
puis dites-le leur. OK, ben peut-être que les résultats vous plairont pas, mais au moins, tu sais, vous aurez été Ah ouais, honnête. c'est ça. Tu sais, dans les structures qui sont traditionnelles, là, ce qu'on est habitué, là, on parle pas d'employé propriétaire, là, OK? C'est difficile de créer un environnement de travail dont toi, en tant qu'employé, tu as besoin pour être à ton meilleur. Exact. OK? C'est tout le temps une question de demande et tu deals avec la réponse. Négociation, tu deals avec la réponse. Des fois, c'est avoir un syndicat, puis tu demandes et tu négocies pareil. Puis, tu as quand même à dealer avec les conséquences, parce qu'un syndicat ne fera pas nécessairement tout ce que tu veux. Ben non. Puis, il y a aussi un agenda. Puis, un agenda qui va être plus grand que juste toi, tes besoins ou les besoins de votre entreprise. Donc, oui, ça demande une nouvelle dynamique pour réussir à changer ces structures-là. On n'a pas vraiment le choix, là. C'est ça. Sinon, ben, tout ce que vous pouvez faire en tant qu'employé, c'est demander puis espérer que quelqu'un écoute. Ouais. Puis, quel avantage ils ont à écouter? Bon, présentement, tout le monde s'en va. Fait que peut-être ça pourrait être un bon signe. Mais autrement, c'est la même façon. En fait, c'est le pendant de demander aux employés, on veut que vous soyez plus engagés puis vous travaillez plus, mais on ne vous donne rien en échange. Ouais. Fait que si tout ce que vous faites, c'est demander pour avoir des meilleures conditions, vous ne donnez rien en échange, ça va quand même être parler à des sourds. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un conflit qui est irrésoluble. Okay? Ouais. Donc, il faut changer, essentiellement, il faut changer les règles. Il faut changer c'est quoi la dynamique, il faut changer c'est quoi la relation, puis là, on va réussir à passer au travers. J'aimerais ça qu'on parle du concept d'avoir skin in the game. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire, ben, littéralement, là, ta peau est en jeu. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement quelque chose qui est très épeurant. Non. Mais j'aimerais ça donner un exemple. OK? Tu sais, des fois, on parle à des gens qui sont super allumés, qui ont de la drive, puis on leur dit, pourquoi tu ne te pars pas une business? Puis ils vont nous répondre, ben c'est parce que tu sais, j'ai besoin d'une certaine stabilité, etc. Et c'est là qu'on a le devoir, hein, en tant que pirate, de leur annoncer que la stabilité en entreprise, c'est un écran de fumée. C'est ça. OK? Sécurité, stabilité, c'est tu des vas illusions. être stable et sécure tant qu'il n'y aura pas une décision d'affaires qui va aller à l'encontre de toi. OK? La grosse différence entre les deux, c'est que quand tu es un employé, ben il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette décision-là. Okay? Il va arriver quelque chose, peu importe, hein, un Black Swan, un événement catastrophique imprévu. Et puis, il y a quelqu'un qui va décider qui c'est qui reste et qui c'est qui s'en va, ou on ferme dessus, on ferme pas. C'est pas toi qui vas avoir le contrôle là-dessus. Mais quand tu es un employé propriétaire puis qu'il survient un événement pareil, hein, dès qu'il arrive, tu as déjà un mot à dire. En fait, tu peux déjà influencer ce qui va se passer après parce que ben, tu es un propriétaire, tu prends la décision. Ben, normalement, en fait, si tu es un employé propriétaire, tu as fait partie de ces discussions-là. Puis cette décision-là, c'est quelque chose que vous, en groupe, vous avez décidé que ben, on n'a pas le choix, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Puis ça veut dire que les gens qui vont avoir l'impact de cette décision-là vont avoir participé à la décision. Ça fait toute la différence. Là. Ça ne veut pas dire que la décision va être plus fun à prendre. Non. Mais au moins, tu vas avoir une voix. Exact. Tu n'es pas juste une victime. Et là, j'aimerais faire un lien ici entre, ben tu sais, regarde, tu as vu, entrepreneuriat traditionnel où tu as des employés, puis entreprise où tout le monde a une voix. Ben, c'est un petit peu la différence qu'il y avait entre la marine militaire, hein, à l'époque des pirates, où ce que le capitaine était dû à bord, puis ben, les pirates où tu avais une voix, puis tu votais. C'est l'équipage qui décidait. C'était pas la même game. Puis il y en a qui se trouvaient plus libres que d'autres. Oui. Puis ça veut pas dire que ça va être une partie de plaisir. Non. Avoir du skin in the game, ça veut dire que vous allez être pris, parce que souvent, tu sais, on préfère que ce genre de décision-là se fasse prendre par d'autres, parce que c'est difficile. C'est un casse-tête tout le temps. C'est un casse-tête. Stratégie. Puis... Ça demande des fois de faire des sacrifices. C'est pas toujours plaisant, mais avoir un skin in the game, c'est ça que ça veut dire. Oui, tu vas avoir une partie des avantages, que tu vas avoir plus de contrôle, plus de pouvoir, puis tu vas toucher une partie des bénéfices, mais en contrepartie, tu as des responsabilités. Ah oui. Tu risques quelque chose. Avoir du skin in the game, c'est exactement ça. On veut tellement pas avoir des responsabilités dans la vie. C'est pour les autres, ça. Ouais. Tu sais, avoir skin in the game, c'est prendre des risques. Ouais. C'est se risquer soi-même tout le temps. Quand on se lance en affaires, en tant qu'entrepreneur, on est pleinement skin in the game parce que tu risques ta peau, ta tête, ton compte de banque, ta famille, tout. Quand tu le fais en groupe, souvent les risques sont plus répartis puis c'est moins pire. On va en parler tantôt. J'ai un exemple live de ça.
Tu sais, quand on commençait à se fréquenter, là, Ouais. tu avais une entreprise avec un autre partenaire qu'on a eu. Hein? Ouais. Puis moi, je travaillais à temps plein. Ouais. GoPirate n'existait pas, mais je commençais à vous rejoindre puis à participer à vos projets. Puis ben, moi, j'avais un salaire. Mhm. J'avais pas skin in the game. Mhm. Vous autres, toutes les décisions que vous preniez allaient affecter votre avenir. Yep. Puis ben moi, j'avais une voix là-dedans. Fait que moi, je risquais absolument rien. J'avais pas skin in the game. Je vivais pas de ce que vous faisiez. Mhm. Hein? Fait que je me faisais virer de bord assez souvent. Parce que, regarde, Olivier, toi, tu as un salaire, tu n'as rien à perdre. Nous, on a tout à perdre. Exact. Fait qu'on va prendre la décision. Puis je comprenais. Tu sais. Mm. Ben, je comprenais. Tu sais, au point où je vous ai rejoint. J'imagine que je comprenais. Ben, c'est ça. Puis maintenant, ben, je veux dire, t'as une voix dans tout. Ben oui. Puis ben, une grande gueule aussi, apparemment. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, souvent, on se plaint que les employés ne sont pas engagés. C'est ça. C'est plus facile quand tu es skin in the game d'être engagé. Tu comprends-tu? Oui, absolument. Mais ton avenir en dépend. Fait que si tu es passif, ben, tu vas vivre avec les conséquences des décisions des autres, comme en entreprise aussi. La seule différence, c'est que tu as tout à perdre. Ouais. Quand tu es un employé, ben, tu peux perdre ta job, mais à la limite, si quelqu'un s'en rend pas compte. Fait que c'est important qu'on répète une chose hyper importante ici, OK? Donc, avoir skin in the game, c'est consciemment et volontairement se mettre à risque. OK? On sait qu'on a un risque pour avoir une partie prenante dans les décisions puis dans les résultats. Ne pas vouloir faire ça pour rechercher la sécurité puis la stabilité, c'est essentiellement laisser à quelqu'un d'autre tout ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le risque que vous ne prenez pas, vous le prenez quand même, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste que vous n'avez aucune voix dedans. Aucune. Donc, ne pas avoir skin in the game est plus risqué que de l'avoir parce que vous avez zéro contrôle. Pensez-y. Bip! Fait que là, on va voir. Ça change quoi d'avoir des employés propriétaires, tu sais? C'est vrai parce qu'on l'a vu avec toutes les révolutions, hein, on Ouais. remplace un paquet de bâtards par un autre paquet de bâtards. C'est pas la Ouais, même les gang. mais révolutions, c'est ça qui se passe, ouais, C'est ça. effectivement, oui, historiquement, c'est vrai. L'idée n'est pas de faire une révolution ici. Non. C'est aussi bienveillant que soit notre employeur, il y a une grande différence entre être un employé puis un propriétaire. Ouais. OK? Puis même si le boss il est super cool. Là. Puis, peu importe les illusions que vous pouvez vous faire, puis peu importe, c'est vrai, il y en a une différence. Le niveau de risque n'est pas le même, le niveau de travail n'est pas le même, les responsabilités, elles sont pas les mêmes. Fait qu'il ne faut rien enlever à personne ici. Non, non. Mais les bénéfices financiers vont être différents, les bénéfices décisionnels. Oui. Ben, comme je disais tantôt, on n'a pas vraiment le choix de s'impliquer, à moins de vouloir être victime de toutes les autres qui prennent des décisions. Mhm. Hein? Il y a tous les risques qui viennent avec, je vais prendre des décisions, ça se peut que ce soit les mauvaises. Hein? Ouais. Puis, il y a un lot de responsabilités. Toute la job que les administrateurs font d'habitude, va falloir qu'on la fasse avec eux autres. Puis là, c'est important de dire, quand on parle d'avoir des employés propriétaires, c'est un modèle qui fonctionne. Si on donne une voix aux employés Ben oui. qui ne sont pas propriétaires, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Un employé qui a une voix décisionnelle sur où est-ce que va l'entreprise, où est-ce que va mettre son argent, où elle va prendre de ses risques, Ouais. ne risque pas plus que s'il n'y avait pas cette voie-là. Parce que son salaire est toujours assuré Ouais. jusqu'à temps qu'il perde sa job. Mais à la base, c'est pas lui qui va prendre ces risques-là. C'est-à-dire que c'est le propriétaire, en faisant ça, qui va simplement s'enlever la capacité à avoir une agentivité sur sa propre organisation pour la donner à quelqu'un d'autre qui ne court pas de risque, autre que s'il y a une catastrophe Ouais. qui arrive. Ben, le plus grand risque, c'est si tu donnes puis que prends les décisions pour moi. Exact. C'est risqué. Si tout le monde contribue à la décision, ça l'est un peu moins. Oui, mais même si, admettons qu'on vote tout Ouais, sur quelque ouais, chose. ouais. Moi, en tant qu'employé, j'aimerais ça travailler juste 4 jours semaine, puis avoir quand même un 30% d'augmentation de plus, puis une coupe d'avantages de plus. Il y a un On chameau. vote tout. Un chameau. Un chameau. On est 95% des votes qui disent oui, c'est ça qu'on veut. En quelque part, on va peut-être finir par faire planter la compagnie, mais si c'est le cas, bon, on poursuivra le propriétaire. Hein? Ouais, Mais tu sais, l'idée est là. À partir du moment où tout ce que tu fais, c'est changer la balance de pouvoir sans changer la balance de responsabilité, ben, on règle pas comprends. le problème, on crée un autre problème. Fait que c'est important pour tous les propriétaires qui nous écoutent ici, qui ont la bonne volonté puis qui voudraient donner plus de pouvoir à leurs employés. Oui, mais
l'idée n'est pas de leur donner des pouvoirs sur l'ensemble de l'organisation puis où est-ce qu'elle s'en va, parce que ça reste votre champ d'action. Si vous voulez qu'ils en aient, faites-en des propriétaires qui risquent avec vous. Puis s'ils risquent avec vous, là, ils méritent leur droit. Okay? On pourrait faire un lien avec les équipes autogérées qu'on a déjà parlé par le passé. Absolument. Quand tu es une équipe autogérée, que tu t'occupes d'un produit, Ouais. généralement, tout ce qui a besoin d'être fait pour le produit, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe qui peut le faire. Ouais. OK? Fait que l'équipe autogérée est responsable du budget, du client, des ventes, du marketing. Puis si le produit fait ça, ben c'est responsable aussi. C'est-à-dire qu'ils risquent leur job. Responsable et imputable. Et imputable. Ils c'est vont leur faute. subir les Ah ouais. conséquences. Et puis, il y a des équipes autogérées qui vont aller voir la direction et dire, ben notre produit s'en va au diable. Ouais. Fait qu'on a trouvé une autre piste de prospérité. Faut qu'on tue Faut le qu'on produit puis explore qu'on ça. le remplace Ouais, par un c'est ça. autre. Puis, tu peux pas juste attendre que la compagnie... En fait, tu peux attendre que la compagnie décide de tuer le produit, mais c'est parce que ça se peut qu'elle tue l'équipe aussi. C'est ça. T'sais. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant parce que cette équipe autogérée-là, est-ce qu'elle est pas propriétaire? Elle n'est pas propriétaire, mais elle Elle a son futur en main, par exemple. C'est ça. Elle a beaucoup d'avantages. Donc, le contrôle sur qu'est-ce qu'elles font. Souvent, ils vont déterminer leurs propres conditions de travail. Des fois, pour certaines, ils vont pouvoir argumenter pour les augmentations de salaire en montrant la profitabilité de leur produit. Ben, des fois, ils vont avoir une cote sur les profits, oui, absolument. Mais en même temps, ils prennent une part des risques. Oui, c'est vrai. On a déjà une piste de solution. Fait que c'est comme à mi-chemin, dans le fond, entre les entreprises traditionnelles et celles qui ont des employés propriétaires un petit peu. L'autogestion est comme peut-être un premier pas. C'est un premier pas, au moins c'est un bon test. Ouais. On voit si on peut avoir les bons partenaires. Parce que ça, c'est important aussi. Hein? Si un propriétaire décide comme ça, avec zéro expérience, formation ou quoi que ce soit, tant pour lui que pour les employés, de faire de ses employés des propriétaires, ben ça risque de finir en désastre. Hein? Ce sont des choses qui s'apprennent. Si vous êtes un entrepreneur, rappelez-vous de votre première entreprise. Comment ça a commencé? Puis comment elle a mal fini? Pour la plupart, c'est ça qui arrive. Là. À moins d'être très chanceux. Là. Donc, multipliez ça par le nombre d'employés qui deviennent soudainement propriétaires. Okay? Fait que c'est bon de faire une couple de tests comme ça. Une petite expérience. De leur permettre d'apprendre. Puis souvent aussi, ça va être bon de les encadrer correctement. Puis on ne dit pas ça pour vendre nos services. Mais trouvez-vous quelqu'un pour vous aider, OK? Ouais. Puis évidemment, ben, tu sais, tantôt, j'avais parlé de tous les désavantages de la dynamique dominant-dominé. Ben là, tout d'un coup, ça, je dirais pas que ça disparaît complètement, mais ça me nuise vraiment beaucoup, là. Ouais. Parce que là, quand tu es copropriétaire d'une entreprise, tu as une influence directe sur l'environnement de travail dont tu as besoin pour être à ton meilleur, puis que les autres ont besoin aussi. Le paradigme où on faisait juste demander, se croiser les doigts, espérer, hein, puis des fois jouer de la politique par courriel hein, pour avoir ce qu'on voulait, ben ça disparaît parce que tu es carrément dans la prise de décision. Ça se peut que tu n'aies pas ce que tu veux. Tu peux être minoritaire dans la prise de décision. Absolument. Hein, les gens sont contre ton idée, mais au moins tu peux toujours en débattre de manière égale. Pas comme dominé. Exact. Ça, c'est important. Il y a une chose, dernier point aussi, qui est important quand tu es un propriétaire, copropriétaire d'une entreprise, puis tu es un employé. Tu sais, à un moment donné, Maurice, tu me dis, quand j'étais encore salarié, là, Olivier, là, tu as trouvé une maudite bonne compagnie, là, tu es là, en haut, là, ouais. OK? De toutes les autres affaires que tu as travaillées, là, tu es au top, là, puis tu es quand même un employé. Tu sais, l'entreprise idéale pour toi, la prochaine étape, probablement, il va falloir que tu la crées. Ah, et que j'étais sage. Hein, Go Pirate, c'est ça. Dans l'introduction, j'avais parlé qu'il y avait un article de CBC qui mentionnait les employés propriétaires puis que ça allait créer un changement de paradigme éventuellement. Oui. Et dans l'article, il mentionne qu'il y a un programme gouvernemental au Canada pour ça, pour faciliter ça. Oui, la fiducie d'actionnariat salarié. C'est relativement peu connu ici au Canada parce que ça commence à s'implémenter, mais ça existe déjà ailleurs, notamment en Europe. C'est une structure légale qui va permettre aux employés de devenir des actionnaires sans payer directement leur part. Directement, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de sortir ça tout de suite de leur poche puis acheter les parts. Exact. Ça se fait progressivement. Donc, les parts sont détenues dans une fiducie, puis les propriétaires sont payés grâce au profit de l'entreprise. Okay. Fait que plus il y a profit, plus tu as des actions. Ben, en fait, plus il y a profit, puis plus les anciens propriétaires sont repayés rapidement, ce qui permet aux employés de pouvoir racheter plus d'actions rapidement.
Puis ça, ben, ça s'accumule avec le temps, là, j'imagine. Hein? Puis, plus tu restes longtemps, plus c'est profitable en Oui. tant qu'employé. Donc, pour mettre en valeur le programme de fiducie d'actionnariat salarié, le gouvernement fédéral est en train de revoir la loi sur l'impôt sur le revenu dans son budget 2022 pour encourager ça à plus grande échelle. C'est-à-dire, on a eu quelques exemples où c'est arrivé. Maintenant, il voudrait que ça devienne de plus en plus courant. Ouais, mainstream. Là, c'est ça. Ouais. Peut-être pas le nouveau standard, mais si c'est possible, tant mieux. Ouais. Puis ce qui m'a frappé dans l'article, c'est que l'auteur voyait ça comme un possible changement de paradigme. Ça va brasser les choses. Oui, et à partir de ce moment-là, le but de faire des affaires n'est pas de concentrer le maximum de valeur dans le moins de main possible, mais c'est que le maximum de la valeur qui va être produite va pouvoir aider à soutenir ceux qui la produisent. Hein? Rappelons-nous les grands cris communistes au 19e siècle, pas ceux du 20e siècle, on retourne au 19e siècle. Seize the means of production. Exact. Ben c'est ça, mais faites de façon, parce que bon, le communiste à l'époque avait un problème révolutionnaire, hein? C'était on va violemment saisir les moyens de production, puis on va être les nouveaux boss. Avec ça, c'est pas une question de violence, c'est une question réfléchie de comment on peut le faire pour que ça fonctionne. Donc, c'est l'avantage de plus qu'une centaine d'années de réflexion sur un vieux principe qui... Puis un vieux problème. Puis un vieux problème qui nous amène avec des solutions modernes qui fonctionnent. Il y a... tu sais, c'est pas un concept nouveau des propriétaires qui sont à part égale. Absolument les pas. coopératives existent depuis... L'historien, tu vas me dire ça, toi? Depuis à peu près le 18e siècle. Vous savez, pour les professionnels qui veulent se donner une structure commune, c'est courant. Oui. Puis... On s'entend, les coopératives de travailleurs, ce sont essentiellement des travailleurs qui se mettent ensemble, partent une coopérative dans le but de partager les risques et puis les bénéfices. On voit ça souvent, notamment avec des professionnels, des coachs comme nous autres, par exemple, ou des autres comme ça, qui veulent avoir une structure commune puis rester encore un peu indépendants. Ça, c'est un beau modèle pour travailler ensemble. On voit ça beaucoup chez les fermiers. Oui, aussi. Les cultivateurs. Où là, tu peux mettre des gros achats en commun comme ça, puis pouvoir réussir à se le partager. Puis sinon, il y a des entreprises maintenant qui ont été rachetées par des coopératives de leurs travailleurs, des entreprises qui autrement auraient fermé. Ouais. Là, on s'entend, des fois, c'est une bonne chose, puis des fois, c'est des entreprises qui sont sur le respirateur artificiel, puis on veut juste pas perdre les jobs. Donc, plutôt que de créer une entreprise qui serait fonctionnelle, le gouvernement intervient, investit, permet aux employés de l'acheter. Puis soudainement, le riche propriétaire qui aurait fermé la place puis probablement perdu plein d'argent, perdra pas plein d'argent, puis ça va être les anciens travailleurs qu'eux autres vont le faire. Ouais. À moins qu'ils soient suffisamment bons pour réussir à remettre l'entreprise à flot. Ouais, ben ça c'est plus de l'antifragilité qu'autre chose, là. Hein? Ouais. Comme on donne souvent l'exemple du meilleur réparateur de VHS au monde qui existe encore, mais ça se peut qu'il n'y ait plus de job, hein? C'est ça. C'est ça. Des fois, il faut que tu vois est-ce que ton domaine d'affaires est encore pertinent. Donc, les employés qui veulent racheter une compagnie ou en partir une nouvelle, puis dans le but de donner une job avec des bonnes conditions, vont souvent regarder du côté des coopératives de travailleurs. Il y a plein d'avantages à ça. Notamment, il y a des avantages fiscaux, il y a du support de la part du gouvernement, il y a des réseaux de soutien pour les coopératives aussi. Il y a plein de formations pour les coopératives parce que ça ne marche pas tout à fait de la même façon que les entreprises régulières. Donc, puis il y a aussi certains avantages pour les coopératives qui font affaire avec d'autres coopératives. C'est vrai. Donc, c'est vraiment un modèle que ça vaut la peine de regarder. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ces coopératives-là, c'est une personne, un vote. Oui. Okay? C'est égalitaire. Comme les pirates. D'ailleurs, il y a d'autres liens à faire avec les pirates. Il y a plein d'autres liens à faire avec les pirates. Saviez-vous que les premières coopératives sont sorties dans le sud-ouest de l'Angleterre? C'était illégal à l'époque, hein? T'étais pas censé te réussir. Ça aidait le pauvre monde. C'était pas pour être légal quand même. Ben, c'est ça. En quelque part, c'était des regroupements de personnes qui n'étaient pas supervisés par des bonnes personnes. Des gens dans l'organisation sociale qui étaient plus haut placés puis mieux. Mais ce qui est le fun de voir, c'est que ces premières coopératives-là sont arrivées à peu près une génération après la fin de l'âge d'or de la piraterie, dans la même zone que la plupart des pirates anglais venaient. C'est la même mentalité rebelle de défi du gouvernement, de défi il y a des institutions en place. On va vivre libre selon nos conditions. Exact.
comme la piraterie n'était plus une option viable à l'époque, ben créer des coopératives était capable d'intégrer plus de gens. À l'époque, c'était surtout pour acheter du grain puis des choses comme ça, autant pour se nourrir que pour cultiver. Puis comme les autorités avaient plus de pirates à punir, ben on allait taper ces coopérativeux. Ben oui. Fait que ça a pris du temps avant que ça devienne légal, puis maintenant, ben c'est un modèle populaire. Ouais. Donc, puis, oui, populaire dans les deux sens du terme, hein? Oui, absolument. Ouais. Ici, au Québec, ça a été populaire à une certaine période. C'est en train de revenir. Puis en même temps, la mentalité au sein du monde des coopératives est aussi en train d'évoluer. Ce qui n'est pas toujours facile. Non. Parce que la vieille garde est encore là, puis les nouveaux qui veulent travailler de façon différente arrivent aussi. C'est bizarre de dire qu'on se retrouve encore avec un clash entre l'institution et puis les nouveaux qui émergent. C'est comme ça à toutes les générations, Maurice. Ben, c'est ça. Donc c'est vraiment une option que ça vaut la peine de porter attention. Hein? Fait que je sais pas, peut-être que jusqu'ici, l'épisode vous donne un élan d'entrepreneuriat, hein, puis vous décidez de vous partir. Je me pars en propriétaire avec mes chums. Ouais. Puis j'aimerais ça vous parler rapidement d'un outil qui est vraiment excellent pour gérer une réelle équité. Oui, parce que c'est quoi la pas réelle équité, Maurice? La pas réelle équité, c'est de dire on est 5, on sépare la compagnie en 5, les parts en 5, puis probablement le travail en 5, puis on se rend compte une couple de mois après qu'il y en a 2 sur les 5 qui font pas leur job, mais ils sont quand même propriétaires à 20%. Ça, c'est un problème. C'est non seulement un problème pour vous autres, parce que vous avez des propriétaires qui peuvent être soit absents, soit inefficaces, passifs, soit juste pas les bonnes personnes, mais ça va être un problème aussi si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent d'investisseurs qui, eux autres, vont le remarquer. Puis ils vont pouvoir se dire, là, vous êtes 3, puis votre argent est séparé en 5, il y a un problème, là. On a à dealer avec le pouvoir décisionnel de personnes qui ne contribuent pas à juste valeur à l'entreprise. Puis même pour vous, si je travaille avec Olivier, puis que c'est tout moi qui fais la job, puis on s'entend là, en fait c'est plutôt l'inverse, c'est Olivier qui fait toute la job, puis c'est juste moi qui ai la grande gueule. Je m'obstinerai pas. Ça va créer de la frustration. Ben oui. Puis c'est ça souvent qui va tuer les entreprises quand on a des associés. Puis c'est une raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs disent « j'en veux pas de partenaire, c'est juste de la chicane ». Okay? Slicing Pie est un outil qui règle ce problème-là. Tu n'as pas des parts juste parce que tu t'es pointé la première journée que vous avez décidé de vous lancer en affaires. OK? Tu as des parts à la valeur du risque que tu cours. Ouais. C'est-à-dire l'investissement que tu fais, que ce soit en argent, que ce soit en temps, que ce soit en matériel, que ce soit en contact qui mène à des résultats. Hein? Olivier a un gros réseau de contacts, mais ça nous donne rien. Il n'y a rien pour ça. C'est ça. OK? Donc, les gens qui s'impliquent, les gens qui courent des risques, par exemple, on embauche un employé, puis on lui dit, écoute, on ne peut pas te payer à ta pleine valeur de marché parce qu'on est une start-up. Si tu acceptes d'être payé moins cher, tu as des parts dans l'entreprise. Les gens qui sont dans des tech start-up ont tout entendu ça au début. Puis ça veut dire souvent avoir un quart de 1 millième, d'un millionième d'équité. Comme ça, si on est l'entreprise, à toutes les 10 millions qui va finir gros puis riche, ben tu vas rentrer dans ton argent comme il faut. Ce qui veut essentiellement dire que tu vas travailler avec moins de salaire pour une entreprise qui ne vivra probablement pas dépasser 4-5 ans. Ouais. Okay? Avec le Slicing Pie, ça veut dire que si tu décides de prendre ce pay cut-là, d'être payé moins cher, ben la différence, tu vas l'avoir compensée en parts. Ouais. Rapidement, pour ceux qui voudraient s'informer davantage, okay, c'est un livre au départ. Hein? Slicing Pie par Mike Moyer, M-O-Y-E-R. Oui, M-O-Y-E-R. Vous pouvez aller voir sur son site internet slicingpie.com. Puis, il y a des vidéos qui vont expliquer les principes. Ouais. Les livres sont super intéressants. Mais c'est pour le layman, là, hein, pour quelqu'un qui ne comprend pas, moi, je trouve ça d'une simplicité, surtout avec l'imagerie de la tarte. Ouais. Parce que c'est ça. C'est que, oui, bien sûr, il y en a qui c'est des investisseurs avec de l'argent. Oui. Hein? Puis ils arrivent, puis ils mettent de l'argent là-dedans, puis on s'agenouille bien bas, puis c'est eux autres qui contribuent à partir la patente, hein, puis on imagine qu'on leur doit tout. Ouais. Mais c'est parce que nous autres, on fait 90 heures par semaine à côté, puis on n'a pas un gros salaire en plus, parce qu'on ne peut pas trop se payer. Puis c'est comme si on n'avait pas contribué parce qu'on n'a pas sorti de l'argent de nos poches. C'est un problème.
Slicing Pie répond à ce problème-là, en fait. Exact. Fait que l'investissement que tu vas faire en temps, hein, il y a plein d'autres choses, là. Mettons, tu as du vieux matériel que tu donnes dans le projet. Tu pourrais... quoi d'autre? Peu importe. Peu importe. Tu peux contribuer de tellement de manières. Ben, tout ça va te donner des parties de tarte, dans le fond. Qui sont des points de prédéterminés. tarte prédéterminés. Puis qui va faire que le gars qui est là depuis le début, mais qui fait rien, ça se peut qu'il se ramasse avec pas grand point de tarte. C'est ça. Si tout ce que vous avez à contribuer, c'est l'idée initiale, Ouais. ben les chances sont que vous êtes que vous allez être propriétaire très minoritaire de cette organisation-là. Puis ça, l'idée avec Slicing Pie, c'est il y a le point du break-even. Hein. Il y a le point où on devient rentable en tant qu'organisation. On peut gagner des points de tarte jusqu'à temps qu'on arrive au point où on détermine que maintenant on est rentable. Ouais. C'est quoi la rentabilité? Hein? C'est quand tu peux payer toutes tes dépenses, Exact. que tes revenus couvrent tous les salaires aussi, Exact. et que tu as plusieurs mois réserve. C'est ça. Donc, vous déterminez exactement qu'est-ce que vous voulez avoir. C'est quoi ce point-là? Quand vous dépassez ce point-là, vous êtes break-even, la tarte se cuit, puis pour chaque... tout est calculé en argent hein, dans Slicing Pie, même votre temps, même le vieux matériel. Il y a des multiplicateurs là, qui font le calcul. Donc, selon l'argent réel ou autre qui a été investi, donc selon les tranches de tarte que vous avez, c'est le pourcentage des parts que vous allez obtenir de l'organisation. Ce qui veut dire que oui, c'est possible d'être des fondateurs d'une entreprise puis que certains employés aient plus de parts que vous. Puis c'est normal parce qu'ils ont pris plus de risques que vous. En fait, c'est ça qui est toute l'explication. Toute l'explication. Fait que moi et Maurice, on se part quelque chose en équité comme ça. Maurice, il a la bonne idée. Olivier fait 67% du travail parce que j'ai le temps puis j'ai les connaissances. Quand la tarte va cuire, ça se peut que j'aie 67% des parts. Ça se peut pas. Tu vas avoir 67% des parts. Ouais. C'est déterminé au fur et à mesure. C'est ouvert. Tout le monde est capable de le voir. Tout le monde est capable aussi d'aider à limiter ça. Donc, des fois, on va dire, on aimerait ça qu'il y ait une pas trop grande imbalance. Fait que voici comment on va s'organiser. Ce qui veut dire qu'on ne demande pas à des gens de faire ce travail gratuit ou des choses comme ça. C'est ça. Mais on va devoir dire, écoute, tu ne travailleras pas plus que ton 40 heures par semaine parce que, sinon, ça va créer une trop grande imbalance dans la tarte. Puis on a décidé collectivement que c'est pas ça qu'on voulait. Okay? Fait qu'il y a plein de règles qu'on peut mettre comme ça dedans, mais la base est toujours la même. Le risque que tu cours est comptabilisé de façon monétaire, puis les parts vont être divisées selon ce risque-là. C'est simple, c'est élégant, ça règle le problème numéro 1 dans les startups à plusieurs propriétaires. Les chicanes, entre autres. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est un modèle fort élégant qu'on vous recommande de jeter un œil. En fait, on va probablement faire un épisode complet là-dessus éventuellement. Il y a beaucoup de fils qu'on peut tirer, là. Hein? Exact. On va pouvoir regarder ça. On peut peut-être même en profiter pour avoir une petite jasette avec Mike Moyer. Peut-être. Peut-être. Parle-tu français, lui? Vous nous direz si ça vous tente. Non, il ne parle pas français. Bon. On est rendu, Maurice, au typique et nos habituels 3 trucs. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, une entreprise où ce que les employés sont aussi propriétaires? Parce qu'il y a des conditions de succès qu'il faut avoir. Oui. OK. C'est pas juste parce qu'on est une gang qui veut à peu près la même chose, vaguement, comme ça, où ça donne qu'on était déjà employé dans une entreprise, puis maintenant on devient propriétaire, que ça veut dire que ça va marcher. OK? Ça demande, il y a certaines conditions qui vont faire que vous allez avoir un succès ou un échec absolument terrible. Le premier des trucs, c'est assurez-vous que vous partagez, que vous avez un alignement de valeurs qui est fort, que vous partagez certaines valeurs similaires, puis que l'entreprise est basée sur ces valeurs-là. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un problème. On parle d'expérience. Oui, on parle d'expérience ici. Oui. Oui, on a déjà eu un partenaire, on en parlait tantôt, hein, que lui, nous, on voulait changer le monde. Lui, il n'était pas là pour tout. Il était là pour l'argent. C'est ça. C'est compréhensible, je comprends. Il faut manger. Mais comme cet alignement-là était vraiment manquant, tout le temps qu'on passait à changer le monde, on n'était pas en train de rapporter des sous. Ça crée des tensions. Ça crée des tensions, puis c'est pour ça qu'on est toi puis moi à cette heure tout seul. C'est ça. Par contre, on a récemment rencontré quelqu'un avec qui on a un alignement de valeurs qui est hyper fort, puis on va travailler ensemble. Absolument.
Le deuxième truc super important, c'est que la conversation doit être constante et véritable parmi les propriétaires. Puis là, on parle de transparence plus que radicale. Là. Oui, parce que les tensions vont arriver. Oui. Les tensions vont arriver. Les tensions vont arriver. Vous êtes tous alignés, vous vous aimez tous, vous êtes les meilleurs amis au monde ou pas. Les tensions vont arriver. OK? C'est la chose qui est la plus commune et ultime à toutes les entreprises. Puis croyez-moi, j'ai des entreprises depuis que j'ai 9 ans. OK? L'idée, c'est pas d'éviter les tensions. Non. L'idée, c'est de pouvoir avoir les discussions le plus tôt possible pour que la tension ne devienne pas un moton de frustration tellement intense que c'est sûr que ça va casser. T'sais, les gens qui se tiennent avec Olivier puis moi, quand on parle d'affaires, remarquent toutes la même chose. On n'a pas de données filtres. Pas de bullshit. Pas de bullshit. Puis ça fait qu'à cause de ces conversations-là tout le temps, c'est quand la dernière fois qu'on s'est chicané? C'est ça. C'est pas sûr qu'on s'est déjà chicané. On a déjà été vachement pas d'accord. Oui. Puis la discussion est finie là, puis on n'a rien fait par rapport au sujet de toute façon. C'est ça. Mais l'idée est là. Parce qu'on parle tout le temps, qu'on est en conversation tout le temps, la plupart des idées, des décisions, des choses comme ça, des choses qui pourraient mener à des tensions sont discutées tôt, puis on reste avec assez d'humilité pour dire, OK, ben mon idée est probablement pas parfaite, puis on la fait évoluer ensemble, on la co-crée ensemble, puis voilà, ça vient de régler là, le problème. C'est ça que vous devez faire. Des fois, là, il faut juste apprendre à se connaître. Se connaître soi-même très bien. Tu sais, par exemple, moi, chez... ben, tu sais, notre autre partenaire, il nous parlait pas beaucoup. En fait, quand il y avait un problème, là, en fait, s'il était silencieux, on savait qu'il y avait un problème, mais c'était impossible d'y faire dire quoi que ce soit. Puis moi, tu vois, moi, je me connais assez bien. Je vais réfléchir un week-end. Lundi matin, Maurice, on fait ça un Zoom, puis je vais y déballer. Whatever. Exact. Avant que ça devienne grave. Exact. J'ai déjà dit à Maurice, là, je suis en train de me demander, je devrais pas prendre une job. C'est pas ça que je veux, mais il faut qu'on en parle. C'est des discussions qu'on avait à avoir parce que ce qu'Olivier savait pas, c'est que j'avais la même réflexion. C'est ça. Fait que, c'est important de pouvoir en parler, puis après ça, de pouvoir prendre des décisions ensemble. C'est ça que vous devez faire. Donc, cachez pas les choses, que ce soit personnel ou pas. Assurez-vous d'être des livres ouverts les uns pour les autres. Discutez, puis bâtissez vos solutions ensemble. C'est pas à propos de vous, c'est à propos de la collectivité. Exact. Le dernier truc, ben, il est facile à dire. Là. Ouais. Faites-le pas pour l'argent. Mais tu sais, quand on se lance en entreprise... Faites-le pas juste pour l'argent. Oui. Quand on se lance en entreprise, c'est parce que souvent, il faut manger. À moins qu'on soit indépendant de fortune puis que c'est du passe-temps. Là. C'est vrai. Puis, il faut toujours se garder l'œil sur l'argent. C'est une des choses qu'on voit beaucoup avec les gens qui écrivent sur l'entrepreneuriat aujourd'hui ou bien sur les affaires. C'est à propos du bonheur, de la liberté, de « Hey, bullshit, maintenant, si ton entreprise ne fait pas d'argent, là, il n'y en aura pas de bonheur, puis de liberté, puis d'autonomie. » Il y a toujours un peu de bullshit. Il y a toujours un peu de bullshit. Mais c'est ça, l'argent est important, mais ça ne doit pas être la seule chose. Ouais. Si c'est la seule chose, ce que vous créez, c'est une usine à extraction de valeur. Donc, tout et tout le monde sont des ressources dans lesquelles extraire. Vous êtes en train de créer le genre d'entreprise qu'on se bat pour détruire. Tu vois, Maurice, c'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de personnes qu'on dit ressources. Parce qu'une ressource, c'est quelque chose que tu exploites. Ben oui. Le monde te demande pourquoi tu capotes, c'est juste un mot. Ben c'est ça, qu'est-ce qu'il veut dire le mot? C'est fort. Words create worlds. Si t'es une ressource, on est là pour extraire la valeur de toi et t'exploiter. Exact. Fin de la parenthèse. Donc, c'est ça. Trouvez-vous des raisons pour vouloir travailler ensemble. Puis ça, c'est l'idée. C'est pas juste parce que c'est ma job. Des jobs, tu peux en avoir d'autres ailleurs. Tu peux fonder des entreprises avec d'autres personnes. Pourquoi tu veux travailler avec ces gens-là? Avez-vous une mission commune? OK? Reprendre l'entreprise qui vous a employé pendant 30 ans parce que le propriétaire trouve que c'est plus rentable puis il vous donne l'opportunité de pouvoir la racheter. Demandez-vous, est-ce que ça vaut la peine? Ouais. OK? Donc, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez accomplir avec, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Des fois, ce sont les bonnes personnes. C'est juste pas le bon milieu, c'est pas la bonne entreprise. Des fois, ne pas racheter cette entreprise-là puis en partir une autre à la gang va être la meilleure option. Fait que regardez ça. Pourquoi vous voulez travailler ensemble? Pourquoi vous voulez entreprendre ensemble? Ouais. Si vous arrivez à répondre à ça, vous êtes en bateau. Maurice, puis moi, je veux dire, si on avait fait une compagnie par projet qu'on a fait, on aurait eu à peu près une vingtaine. Au moins. Comprends-tu? Puis notre mission a toujours été la même, presque toujours. Hein? Ouais. C'est tout le temps avoir un impact sur le monde du travail, les gens qui vivent leur donner plus en fait,
enlever leur chaîne, tu sais, qu'ils puissent Lui, il contrôler spécifie leur tout le vie. temps le monde du travail, puis moi, Mais- j'en parle à peu près plus. Non, c'est vrai. Le monde du travail, c'est juste un des aspects. On veut, parce que tant qu'à moi, Libérer. je veux libérer Ouais. les gens. Je veux Ouais. leur donner la gentilité qu'ils ont le droit d'avoir, puis de les préparer pour l'avenir. Parce que moi, la seule place que j'ai été restreint dans tout ça, c'était dans le monde du travail. Fait que Mm. c'est sûr que c'est mon terrain de jeu. Mais puis il y a quelques petites exceptions là où on veut juste avoir du fun. Hein. Oui, ça arrive. Puis ça aurait pu être d'autres entreprises à côté. En fait, il y en a une autre entreprise à côté. Hein. Ouais. Donc, mais notre mission n'a jamais changé, malgré tous les projets qu'on a eus. Puis ça, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. On fait pas juste pour l'argent. On essaye de faire de l'argent avec. Oui. Hein? C'est ça. Oui. Bon, hey, c'est enrichissant, ça. Absolument. Moi, j'ai appris pas mal en montant le podcast. Hein? Mhm. Vous autres, si mettons que vous proposeriez à votre patron, hey, on pourrait devenir des employés propriétaires, comment ça se passerait pour le fun? Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui le sont, employés propriétaires. Ouais. Puis il y en a qui travaillent dans les entreprises qui songent à le faire. J'aimerais ça, avoir votre feedback. Hein, si vous avez des histoires à raconter, Laissez-nous un ça. commentaire. Si vous nous regardez que sur YouTube, laissez les commentaires sur YouTube. Ça fait bien du bien pour que C'est les vrai. épisodes C'est soient vrai. visibles. Puis pendant que vous êtes là, faites like puis suivez le channel. C'est ça. Puis si vous nous écoutez par audio, écrivez-nous sur LinkedIn, envoyez-nous un courriel. Ça va nous faire un plaisir de vous lire. Là-dessus, mes chers pirates, on va se voir la semaine prochaine avec un sujet qui sera pas exactement piqué des verres. On va parler de dystopie. Si vous voulez, pour tous ceux d'entre vous qui aiment quand je me choque après quelque chose, ça va en être un. Écoutez ça. À la semaine prochaine! Bye bye. À la poudre! À l'abordage!